Salut! Ça, c'est une grosse portion, en fait, du Sentier national du Québec. En 2023, j'ai fait le Sentier national en Mauricie. Donc, ça veut dire que je suis parti d'ici, puis j'ai marché jusqu'au Saint-Maurice. L'année d'après, je voulais continuer. Donc, je suis parti de Notre-Dame-de-la-Merci, qui est ici, puis j'ai marché vers l'est encore pour aller rejoindre, pour terminer où j'avais commencé l'année d'avant. Puis ça, c'est comme le Sentier national dans l'Anaudière. Donc, cette année, la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça va être ma planification pour ce projet-là. Je veux marcher dans les Laurentides. Fait que je vais partir de la Belle, puis je vais essayer de marcher pour retourner jusqu'à Notre-Dame-de-la-Merci. Bon. Quand j'ai voulu me planifier les deux autres fois, même si j'avais pas accès à un itinéraire clé en main, tu sais, marche telle journée, un peu comme la traversée de Charlevoix, par exemple, mais au moins j'avais accès à un site centralisateur ou un organisme centralisé. C'est-à-dire, j'ai tapé Sentier national en Mauricie, puis le site web ici est apparu. Fait que là, j'avais accès à toutes les informations au même endroit. L'année d'après, tu sais, il n'y a rien qui s'appelle Sentier national dans les Laurentides, dans l'Anaudière plutôt, je devrais dire. Mais il y a quand même un site web qui centralise toute l'information, c'est-à-dire le site web des parcs régionaux de la Matawini, où toute l'information est là. Même pour le projet actuel, on va avoir besoin de ce site web-là. Mais si tu tapes Sentier national Laurentide, il n'y a rien là, OK? Donc, ça veut dire que pour marcher ici, en fait, on va traverser plein de zones gérées par plein de différents organismes. Fait que c'est sûr que ça va complexifier la planification, parce que de base, si j'ai une question, j'ai pas une personne claire à qui m'adresser. Il faut que je m'adresse à plein d'interlocuteurs différents, il va falloir que j'utilise plein de sources différentes pour me planifier. Fait que c'est sûr que ça va être plus complexe. Par contre, c'est très marché, ces sentiers-là. Peut-être pas exactement tout l'itinéraire que je veux faire au complet, là, mais tous ces bouts-là du Sentier national, il y a beaucoup de gens qui les marchent. Donc, j'ai accès à beaucoup de comptes rendus, autant textuels que vidéo, que des photos. Donc, ça, c'est sûr que ça va m'aider à me planifier. D'ailleurs, je vais amener un bémol là, sur le fait que j'appelle ça le Sentier national dans les Laurentides. Parce que, dans les faits, il y a une bonne portion de ce projet-là qui est dans la Nondière. OK? On part d'ici. Fait que là, ici, ils écrivent Laurentides. C'est merveilleux. Ici, ça s'appelle encore Laurentides. Mais là, on voit que quand on change, là, on est rendu dans la Naudière. Puis, je continue quand même jusqu'ici ou ici, techniquement, là, peu importe. Fait que je vais quand même appeler ça dans les Laurentides, mais on va quand même faire une bonne portion de ce projet-là dans la Naudière. C'est juste que je pense qu'en général, le Sentier national dans la région de la Naudière, il est gigantesque. Il est vraiment long. Donc, c'est pour ça, là, qu'il y a quand même une partie de ce projet-là qui est dans la Naudière. Puis dans les faits, on fait même pas le bout des Laurentides au complet, parce que les deux sentiers qui sont là, donc voyons, l'Héritage puis l'Alléluia, sont très connus, sont dans les Laurentides, mais moi, mon projet, vraiment, je le commence de la Belle. Fait que ça va être pour plus tard. Ben justement, pourquoi je pars de la Belle, tu sais, puis je décide pas d'inclure ce bout-là? C'est que pour moi, la Belle, ça va être mon tremplin pour continuer vers l'ouest, parce qu'éventuellement, moi, je veux continuer vers l'ouest, je veux me rendre jusqu'à Gatineau. Puis, j'ai l'impression que la Belle, c'est pas mal le dernier endroit où, réalistement, je peux me rendre facilement en transport en commun. Pourquoi je parle de transport en commun? Parce que moi, je randonne solo, fait qu'il faut tout le temps que j'aie une gestion de comment je retourne chez nous. Puis avant, quand j'ai randonné plus ici, moi, je viens de Québec. Donc, de Québec, tu sais, je pouvais avoir un lift, tu sais, on montait à deux autos, on laissait mon auto à la fin du trajet, tu sais, par exemple ici. Après ça, on embarquait dans notre auto, on venait là. Ça faisait une bonne journée pour la personne qui me liftait, mais c'était comme raisonnable. Puis en plus, on voyait des bouts du Québec qu'on voit pas souvent. Même chose dans la Naudière. J'avais réussi à avoir le même lift, en fait. Mais là, faire Québec, Notre-Dame-de-la-Merci, La Belle, puis retourner à Québec, ça commence à être vraiment loin. OK? Fait que dans les faits, j'ai eu vraiment des soucis de transport, c'est-à-dire j'essaie de voir comment j'allais pouvoir m'en sortir par moi-même. Là, j'ai commencé à virer fou parce que je regardais genre tous les sites de transport interrégionaux, puis là, tu sais, c'est des services qui sont de moins en moins disponibles. Fait éventuellement, je me suis tanné puis j'ai fait un post sur un groupe Facebook, puis dans les faits, il y a deux randonneurs qui m'ont répondu vraiment rapidement pour me dire « Hey, moi, j'habite dans la région, je vais te lifter, c'est correct, là. » Ce qui est genre vraiment gentil parce que c'est quand même une bonne distance entre les deux zones, mais ça a comme réglé mon problème. Fait que ça veut dire que je vais pouvoir juste laisser mon auto à Notre-Dame-de-la-Merci. Je vais me rejoindre une de ces deux personnes-là, puis elle va m'amener à la Belle. Donc ça vient de régler mon problème. Mais je me dis, pour le futur, quand je vais vouloir repartir, par exemple, d'ici, puis aller compléter vers Gatineau, tu sais, ça va être encore plus tough faire ça. Fait que je me dis que probablement que rendu là, ben, je vais être
en transport en commun, carrément, parce qu'il y a vraiment une bus qui passe à La Belle assez souvent. Fait que là, rendu là, je vais probablement marcher, puis à Gatineau, prendre le train. Fait que ça me fait comme une fin d'aventure sans voiture vers l'ouest. Puis le plus loin, je pense que je peux me rendre réalistement sans voiture, c'est à La Belle. Parce que si j'essaie de me rendre, par exemple, à Duhamel ou à Val-des-Bois sans voiture, ça le fera pas. Là. Mettons qu'on vient à notre projet dans les Laurentides, OK, avant de penser au futur. Ben là, je connais mon projet, puis j'ai géré mon transport. Fait que je suis rendu à me planifier. Dans une autre rando, ce que j'aurais pu faire, c'est aller trouver un site centralisateur avec toute l'information, puis ça aurait été comme ma base de planification. Mais là, tel que mentionné tantôt, ça n'existe pas pour les Laurentides. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans le site centralisateur pour l'ensemble du Sentier national, puis après ça, voir les différentes ressources qui vont m'amener aux différents organismes qui gèrent chacune des parties du réseau dans les Laurentides. Fait que le site, en fait, du Sentier national, il a été mis à jour plus tôt ce printemps, ce qui est vraiment cool. Le contenu n'est pas drastiquement différent, mais je trouve qu'il est mieux organisé, puis le visuel est très beau. Fait que c'est sentiernational.ca. Donc, si on descend, on peut faire voir la carte interactive, puis quand on clique là-dessus, en fait, ça nous amène à la page ici. Donc, la carte interactive, on a deux liens. On a un lien sur balise, que c'est probablement ça plus que je vais utiliser pour me planifier. Puis on a un autre lien ici qui mène vers la carte que je vous montre depuis tantôt. D'accord? Même, en fait, cette carte-là va être vraiment pratique parce que dans balise, si on vient voir ici, là, les tronçons sont comme vraiment, tu sais, sont un peu épars, puis c'est pas super clair où c'est qu'il faut qu'on clique, puis il y a des trous, puis en tout cas, je trouve que pour se séquencer les événements, là, on vient dans la carte ici, puis mettons, je clique sur la première carte où je veux aller, qui est la carte ici, dans les Laurentides. Je clique là-dessus, c'est la carte 11. Fait que là, je le sais, hein, si je zoome un peu, là, je le sais que je veux partir d'ici spécifiquement, puis là, je pars. Mais là, je ne pourrais pas tout me planifier avec ça parce qu'il manque des infos de dénivelé, de difficulté. Hein, par exemple, s'il y a un camping, c'est quoi ce camping-là? Je ne sais pas. Il manque des infos. Mais au moins, j'ai le nom des sentiers. Okay, j'ai le nom des sentiers un après l'autre. Fait que je sais que je vais faire l'expédition en premier. Je sais après que je vais faire le sentier Cap 360, Montgorille, etc. Donc ça, pour moi, c'est comme l'espèce de fil que je dois suivre de OK, il faut que j'aille les infos sur ça, sur ça, sur ça. Puis après ça, je peux aller le chercher dans la valise. Puis là, je vais le trouver plus facilement. Puis même, ce que j'aime de ces cartes-là, c'est que ça, c'est la carte 11. Fait que j'ai même pas besoin après ça de retourner fouiller sur sur cette carte-là ici. Je veux savoir la suite, hein, tu sais, mettons, oups, je peux aller dans le bon sens. Mettons, là, je suis rendu au lac caché, puis là, je veux continuer, puis je veux savoir c'est quoi la suite. Pas de problème. Je viens ici, puis je mets 12, là. Puis là, je peux avancer comme ça. C'est 11, 12, 13, 14. Fait que ça va me permettre après ça de savoir qu'éventuellement, j'arrive dans le sentier du Lito, dans le parc du Mont-Tremblant. Fait que là, je vais aller chercher ça dans balise, puis je vais me planifier avec ça. Donc ça, pour moi, c'est comme ma ligne du temps, si on veut, là, genre les différents sentiers que je vais faire. Mais le détail de chacun des sentiers, après ça, je vais venir le chercher ici spécifiquement dans balise. Si vous voulez me voir vraiment, vraiment beaucoup utiliser balise, je vous recommande d'aller voir ma série de vidéos sur la planification dans le Bas-Saint-Laurent, parce que là, je l'utilise beaucoup, beaucoup en live. Puis tu sais, je montrerai de façon explicite comment l'utiliser. Là, pour cette planif-là, j'ai l'intention d'y aller vraiment plus efficacement. Fait que je vais être quand même moins... on va moins me voir cliquer dans les différentes zones de balise. OK? Puis c'est volontaire, là, c'est comme une différente... je vais présenter quelque chose de différent ici. Une autre ressource que je veux mentionner, là, je passais un peu vite, là, sur le site officiel du Sentier national. Ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment rajouté avec la refonte du site. Là. Il y a ici Explorer par région. Puis quand on vient ici, dans Explorer par région, là, on a les différentes régions. Fait que mettons Laurentides, OK? Puis moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'ils ont centralisé des prêts à partir. Qui sont comme des genres de guides clés en main. Fait que, comme je l'ai dit tantôt, là, moi, j'ai pas un itinéraire clé en main pour ce que je veux faire là spécifiquement. Il y a différentes sections de ce que je veux faire qui sont couvertes par des prêts à partir. Fait que ça, c'est une excellente ressource. Fait qu'on voit même longue randonnée, qui identifie quand c'est de la longue randonnée. Donc là, certains des prêts à partir que je vais avoir besoin qui sont dans la partie Laurentide. Il y en a d'autres qui sont dans la partie Lanaudière. On se souvient du bémol que j'ai apporté tantôt. Puis tu sais, les prêts à partir, si vous n'avez jamais utilisé ça, c'est vraiment hot. Là. Il y a comme vraiment beaucoup d'informations ici. Il y a les courbes de dénivelé, il y a des trajets qui sont typiquement, là, les trajets, on voit que les distances sont réfléchies pour des débutants quand même. Là. Fait que c'est une bonne façon de s'initier à la longue rando. Puis, on a des cartes à la fin. Fait que c'est génial, ça. Donc,
c'est comme là, on voit que ça, c'est pas exactement ce que je veux faire. Donc ça, pour moi, il sera pas utile, lui, spécifiquement. Mais peut-être qu'il va en avoir des utiles plus tard dans ma planification. Fait que je vais garder un œil là-dessus. Donc maintenant, je suis prêt à commencer à me planifier. Fait qu'évidemment, là, ici, j'ai mon fidèle Google Doc de planification de backpacking. Fait que là, je viens de partir un petit document, Sentier national Laurentide. Hein? En fait, Laurentide, là, bon, avec ce qu'on s'est dit tantôt. Fait que mon transport il est géré, j'ai mes liens Google Maps, je connais le temps. Je sais que j'aurai à peu près 4h30 de voyage, ce qui est énorme. Fait que j'aurai pas le temps de niaiser, j'aurai pas le temps d'arrêter dans un casse-croûte en chemin. Il va probablement falloir que je dorme au premier camping que je croise dès que je pars dans ma rando. Et ben je me suis fait une note ici parce qu'éventuellement, mon auto, moi, elle va rester plusieurs jours là, à l'accueil du parc de la forêt Waro. Il va probablement falloir que je leur écrive pour leur dire si c'est correct, ben leur demander si c'est correct. S'il y a des frais, bon, etc. Il va falloir que je m'arrange avec eux, mais ça me stresse pas, je le ferai plus tard. Donc, nécessairement, ma première journée, je sais que je pars d'ici, puis je vais probablement me rendre à ce camping-là. Donc, je sais que je fais l'expédition au complet. Donc, l'expédition, si je viens ici, hein, ça me dit ici que c'est 7,5 km intermédiaire. Si je clique là-dessus, j'ai une courbe de dénivelé. Puis, quand on descend dans Balise, là, souvent ici, il y a un lien, là, renseignement, puis ça nous donne plus d'informations. Donc, par exemple, ça nous envoie vers l'organisme centralisateur ou vers le parc national où on randonne ou une autre ressource qui a peut-être plus de détails. Mais moi, je suis allé voir, puis ça me renvoie à la... Ça nous fait tourner en rond. Là. Dans le fond, ça nous amène à une page qui nous ramène à la belle. À la balise. Fait que ça veut dire que si j'ai des questions pour quoi que ce soit avant le parc national du Mont-Tremblant, il faut essentiellement que je trouve des comptes rendus. Mais ça me stresse pas parce que des comptes rendus pour ce bout-là, il y en a plein. Donc, ça veut dire que je fais cette partie-là. Puis après ça, je suis rendu à venir ici dans la section suivante qui est le sentier Cap 360. Donc ça, le sentier Cap 360, je vais voir ici. Il est à quelque part. OK. Cap 360, il est ici. Carte. Puis là, hein, moi, je sais que je veux me rendre ici. Donc ça, c'est après 1,75. Bon, mettons, on va se dire 2 km. OK? Puis ça n'a pas l'air très dur, là. C'est merveilleux, ça descend. Bon. Fait qu'après 2 km, je suis rendu à ce camping-là. Là, ce camping-là, c'est quoi? Comment il s'appelle? Bah, là, spécifiquement, c'est pas écrit, mais là, moi, ça, je suis au courant. Là, j'ai trouvé l'info, je sais plus où, ailleurs. Là. C'est le camping du lac Nantel. D'accord? Donc, on peut dire ici, donc, sentier Cap 360, 2 km. Fait que ça me fait un beau 9,5 km ma première journée, ce qui me satisfait. T'sais, ici, c'est écrit avancé. J'ai vraiment un doute, là. Ou il va falloir que je vois ce qu'ils veulent dire par intermédiaire, mettons. Là. En tout cas, ça, j'irai voir des comptes rendus, ça me stresse pas. Fait qu'avant de mettre un code de couleur là-dessus, je vais attendre. Puis le camping du lac Nantel, il est assez connu. Il est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de frais. Okay? Fait que c'est comme un site qui est très, très, très sentier national. Par contre, moi, j'ai une tente non autoportante. Fait que moi, ma question ici que j'ai, c'est est-ce qu'il y a juste des plateformes ou je peux me tenter au sol? Fait que ça, je vais aller voir des comptes rendus puis je vais avoir l'info. Ou je poserai la question parce que je sais que je vais avoir une réponse à ça assez facilement. Fait que ça veut dire que ma première journée est réglée. Merveilleux. Donc, pour ma deuxième journée, je vais partir d'ici. Puis je vais continuer pour m'amener au-delà de cette carte-là. Fait que je sais que je vais finir le sentier Cap 360, puis je sais que je vais faire le Mont Gorille au complet. Fait que ça, je suis déjà venu dans Balise, j'ai déjà regardé les distances. C'est pas des très longs sentiers. Encore une fois, lui, il est côté avancé. Ça me semble bizarre avec le dénivelé que j'ai vu. Fait que je me suis rajouté une note ici, là. Okay, pour me dire d'aller valider avec des comptes rendus. D'accord? Puis, après ça, là, il y a comme une genre de incongruité, là, dans le sens que si je continue dans ma carte numéro 12 ici, c'est écrit le sentier du Lito. Mais tu sais, on est rendu dans le parc national du Mont-Tremblant. Moi, ici, si je viens. Si je viens dans Balise, puis je clique ici, ça, ils appellent ça le sentier Ruisseau au mur. La grande majorité dans le parc du Mont-Tremblant, mais c'est pas dans le parc du Mont-Tremblant. C'est spécial. Mais tu vois, je suis venu voir ici, puis c'est un sentier du parc du Mont-Tremblant. Okay? Puis eux, ils disent que c'est facile. Ce qui est la même chose qui est écrit ici quand on vient le trouver.
facile. Je pense même qu'il y a un bout où on marche carrément sur une route où les voitures peuvent circuler. Fait qu'on va se rajouter un 7 km à notre calcul pour notre deuxième journée. Pas ça pantoute. Fait que ça veut dire ruisseau au mur. Plusieurs murs, j'imagine. 7 km. Donc, présentement, je suis dans un. J'ai juste fait 15 km, ce qui est vraiment pas beaucoup. Fait qu'on continue. Bon, en fait, je dis 15 km, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que pour beaucoup de gens, 15 km, ça approche d'une journée très raisonnable de backpacking. Et on se place sur un spectre là, quand on fait du backpacking. On peut être plus lent, plus contemplatif, avoir plus de luxe, ou plus minimaliste, plus rapide, des plus longues journées. Puis moi, je suis en plus à tendre vers cette fin-là du spectre. OK? Puis il n'y a rien qui est mieux un que l'autre. Là. Juste, il faut le savoir quand on m'écoute parler. Moi, c'est dans mon objectif de faire des bonnes journées. Bien évidemment, je veux faire plus que 15 km. Mais bref, pour continuer notre deuxième journée, là, on est dans le parc national du Mont-Tremblant. Puis dans Balise, c'est tout d'un coup. OK? C'est le gros sentier qui est là, si je clique dessus. Là, c'est tout le parc national. Fait que je fais voir l'affiche. Puis là, un des trucs qui est plate un peu, là, dans le fond, faut que je vienne ici. Faut que je trouve... voyons. Je l'ai trouvé. Fait que, un des trucs qui est un peu plate, c'est qu'on, voyez-vous ici, là, mettons, il y a un refuge ici qui est le refuge du Lito. Ben, si je viens, ben là, je suis rendu à la carte 13. Là. Si je viens dans la carte 13, elle est pas là. Parce que ça fait vraiment pas si longtemps que ça que le parc national a accepté que le sentier national passe dedans, ou de façon officielle. Donc, ces cartes-là, elles datent de quelques années. Fait que je pense qu'il y a des informations qui sont manquantes. Bref, peu importe, là, ça, c'est un détail. Fait que bref, ici, je vois que j'ai un refuge qui s'appelle le refuge du Lito. Donc, lui, il se trouve après quelle distance? Il se trouve à une distance de... c'est quoi ça? C'est 9 km et demi, mettons? Donc, ça veut dire qu'ici, je peux lui dire après 9,5 km, j'ai le refuge du Lito. Je suis rendu à 5. Donc, est-ce que je m'arrête là? Ben, ça dépend de c'est quoi ma prochaine opportunité. D'accord? Puis, comment je le sais que c'est le refuge du Lito? En fait, là, c'est que je suis venu ici sur le site du Mont-Tremblant. Puis, ben, ils ont ici, là, carte du Sentier National. Fait que ça, c'est leur carte à eux autres. En fait, ça, je pense que je vais me la mettre dans mes ressources. Je pense que c'est pas pire, ça. Puis, ben, le nom est écrit. C'est écrit le Lito. Puis ça, même, autre info, je suis allé voir dans l'hébergement. Puis, pour ils appellent ça des refuges, je pense. C'est ça. Ça, j'aime ça. Quand ça dit réservé par téléphone, j'adore ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui dorment là. Donc, si je décide de dormir là, je vais les appeler. Je suis sûr que ça va être correct. Mais ça se peut aussi que ce soit le bout le plus contraignant de ma réservation, hein, parce que le lac Nantel, je peux y aller quand je veux. Par contre, un de mes objectifs, c'est que là, plus tôt cet été, je vais faire le... En fait, je pars dans quelques jours, là. Je vais faire le Sentier National dans le Bas-Saint-Laurent. Puis je vais beaucoup dormir en refuge. Puis l'an passé, j'ai fait le SIA, puis j'ai beaucoup dormi dans des abris. Fait qu'on dirait que j'aimerais ça optimiser d'être en tente pour cette sortie-là. C'est comme un de mes objectifs secondaires. Si ça marche pas, c'est pas grave. Là. OK? Fait que là, on est rendu au refuge du Lito, on a fait 25 km. Donc, on va continuer. Et là, voyez-vous, assez rapidement, là, il y a une tonne de camping qui apparaissent ici. Là. Fait que là, lequel exactement est le plus pertinent pour mes besoins? Ici, c'est dur pour moi de dire. Ça se peut que même lui, il soit bien, là, auquel cas, je ferai un petit croche. Là. Mais mettons, si on se fait une estimation, là, ça lag un peu. Si je suis ici, mettons, là, j'estime, là, ils me disent qu'on est au kilomètre 17. OK, fait que mettons... Donc, ça veut dire que ça serait 8 km de plus. OK, environ pour se rendre à tous ces campings-là. Donc, si je fais plus 8 km, mettons, là, ben là, je suis rendu à 32,5 km. Bon. Fait que ça, honnêtement, c'est beaucoup de volume pour une deuxième journée. C'est vraiment beaucoup de volume. Donc, ben, premièrement, puis aussi, je sais pas, là, c'est tous ces campings-là.
Il doit y avoir une carte des campings à quelque part. Oh, ok, ouais, il y a juste une liste des campings. Bon. Souvent, la CEPAC, ils ont des cartes de camping ici dans l'information. Guide du camping, secteur de la Diable. Fait que là, on voit le lito, il est là. Puis là, ici, il y a plein de campings. Ceux qui auraient le centre de découverte à côté, ça serait bien pour. Si je veux prendre une douche, en même temps, c'est juste ma deuxième journée. Fait que là, je vais regarder attentivement c'est quoi ces campings-là, s'il y a de la place, hein, aussi, s'il y a de la flexibilité. Puis ben, je vais cogiter là-dessus. Fait que je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça la fin. Je vais cogiter, je vais prendre une décision. Puis, on s'en parlera une autre fois. Salut! Ça fait à peu près 3 semaines que je me suis enregistré pour vous parler de ma planification dans les Laurentides. On avait commencé, on avait fait une première journée, on avait quelques questions. Puis là, j'avais un dilemme pour ma deuxième journée, grosse journée, petite journée. Bon. Fait que je vais revenir là-dessus rapidement. Puis après ça, je vais vous présenter le meilleur scénario de planification que j'ai trouvé. Je dis le meilleur parce que selon moi, il n'est pas parfait, mais c'est le moins pire. En tout cas, bref, on s'en parle au cours de l'enregistrement aujourd'hui. Donc, premièrement, peut-être pour récapituler, hein, le but, c'est qu'on part ici de la BL, on fait l'expédition, puis 2 km sur le sentier Cap 360. Ça nous faisait 9 km et demi. On dormait là. Puis le lendemain, après ça, on repartait, puis on faisait Cap 360, Montgoré, puis après, on continuait. Puis là, c'est ici, j'avais 2 questions. Hein, si je reviens dans mon fichier de planification, ici, je n'étais pas certain de quel niveau de difficulté assigner à Montgoré et à Cap 360. Parce que dans la balise, c'était écrit difficile, le dénivelé et les distances ne semblaient pas m'indiquer que c'était difficile. Donc au final, là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai trouvé 2 comptes rendus, un vidéo, un textuel, de 2 personnes auxquelles j'ai confiance en leur opinion, qui semblent m'indiquer que c'est vraiment plus intermédiaire. Okay? Fait que j'y suis allé avec ça, puis ça fait bien dans mes plans quand même, là, que ce soit intermédiaire. L'autre question que j'avais, c'est ma tente, est-ce que je vais pouvoir la mettre au sol ou je vais être pris pour utiliser une des 3 plateformes? D'accord? Puis j'ai trouvé un compte rendu, puis en plus, quelqu'un me l'a confirmé clairement. Là, parce que j'ai fait des posts là, sur des groupes Facebook pour avoir des réponses. Tu peux mettre ta tente au sol. Fait que ça va. J'ai ma réponse, je peux me planter au sol. Puis ça va. J'ai plus besoin des comptes rendus. Je sais que je suis correct. Bon. Après ça. Ici plutôt. On continuait, hein? Fait que là, on va aller à notre carte 12. On faisait ici. Ce qui est appelé ici dans ces cartes-là, Sentier du Lito, là, dans balise, jusqu'à ici à peu près, ça s'appelait Ruisseau au mur. C'était facile. C'est essentiellement sur de la route. OK? Puis on faisait ça, puis après ça, on continuait. Là, c'est ici, encore une fois, dans la carte-là, ça s'appelle Sentier du Lito. Dans balise, c'est le sentier qui s'appelle juste carrément Parc National du Mont-Tremblant, SNQ, hein, qui fait tout ça ici. Puis là, on se disait, rendu ici, là, au refuge du Lito, j'avais 24 km de fait. Fait que ma première option, c'était d'arrêter là. Puis ma deuxième option, c'était de dire, je vais continuer pour voir si je peux pas me rendre à un des campings qui est ici. Puis ça m'amenait plutôt à 32 km. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des choses que j'ai faites dans les 3 dernières semaines, c'est qu'en fait, j'avais planifié les 2 scénarios. J'avais fait un scénario si je dors au lito, j'avais fait un scénario si je pousse. Puis j'avais 2 scénarios, puis je me suis dit, bon, ben là, je prends à m'enregistrer, puis à leur présenter ça. Puis là, finalement, j'ai pas eu le temps, puis je suis parti en longue rando dans le Bas-Saint-Laurent. Puis vous avez peut-être vu mon compte rendu, mais essentiellement, la planification, elle était trop ambitieuse. Donc, dans les faits, un des trucs qui nous a nuit, puis qui était un petit peu hors de notre contrôle, c'était le niveau d'entretien du sentier. Fait que ça, c'est dur à prévoir en regardant des cartes dans balise. Mais on avait prévu des journées trop ambitieuses, puis avec l'état d'entretien du sentier, ça a fait des trop grosses journées, puis on s'est épuisé, on s'est éreinté, puis on a comme pas été capable d'accomplir notre plan finalement. Ça a été trop difficile. Fait que là, maintenant, moi, j'ai pas le choix de réfléchir à ça pour planifier cette rando-là. Fait un autre des problèmes que j'ai eu dans le Bas-Saint-Laurent, c'est que ma deuxième journée, je pense que le nombre de kilomètres augmentait trop drastiquement. Okay? Parce que des journées plus que 30 km, je suis capable d'en faire, mais pas trop rapidement. Il faut comme qu'il y ait une espèce de crescendo, surtout ma première randonnée de la saison. Fait que toutes ces réflexions-là m'amènent à croire que le meilleur plan pour moi,
c'est d'arrêter au Lito après 24,5 km. Puis de ne pas insister pour continuer jusqu'ici. Bon, fait que ça veut dire que c'est ma deuxième journée. OK, fait que je n'avais déjà beaucoup parlé dans l'autre vidéo, là, ma deuxième journée. Hein, je me suis mis une note, c'est en masse, 24,5, c'est bien en masse pour une deuxième journée. Fait qu'on fait le cap 360, on fait le Mont-Gorille, on fait le ruisseau au mur, ou peu importe le Lito, là, dépendamment de où on regarde. Puis après, on fait le sentier du Lito. Là, j'ai mis ici là, le sentier du Lito, c'est parce que c'est son nom sur les cartes du Sentier national, tandis que dans la documentation de la CEPAC, ils appellent ça la boucle du diable, parce que là, essentiellement, on est en train de faire un de leurs trajets de longue rando, mais à l'envers. OK. Un autre truc qui est intéressant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le Sentier national, spécifiquement dans le parc du Mont-Tremblant, parce que c'est relativement nouveau. Fait que les quelques commentaires que j'ai vus en ligne sur les différents groupes Facebook, les gens semblaient dire que c'était assez plat, que c'était pas les sentiers les plus extraordinaires. Bon, c'est pas grave, là, on va le faire quand même. Mais j'aurais tendance à le croire, parce que si on regarde, c'est la note que je me suis laissée ici, là, je voulais vous en parler. Si on regarde, là, ici, là, sur 37 km, on a 1100 mètres de D+, puis on voit que la majorité, c'est probablement au début ici, puis ici, là. Pour 37 km, c'est vraiment pas tant que ça, là, ok? C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça semble m'indiquer que c'est probablement vrai, là. D'accord, ce qui est dit ici. Donc, voilà. Fait que là, ça finit ma deuxième journée. On dort au refuge du Lito. Fait que ça, je l'ai dit, ça va. OK. Bon. Et là, c'est le bout que je trouve un peu plate de ma planification actuelle. Parce que mon jour 3, il est très court pour moi, ce que je veux faire. OK? Parce que, en gros, si on vient regarder dans nos cartes ici, là, on serait rendu à la carte 13, hein, logiquement. Je vais partir du Lito, là, qui devrait être ici, mais qui n'est pas affiché sur les cartes. Je descends ici, comme ça. Ça ici, là, ce qu'il appelle la boucle... Comment il l'appelle? La boucle des chutes croches. Moi, je me suis marqué ça dans ma planif comme facile. Si on vient voir... en fait, même, j'ai une meilleure carte ici. Ça, là, la carte des sentiers du secteur du diable, là, c'est vraiment une très bonne carte. Là. Je me suis beaucoup planifié avec ça. Parce que là, il y a des... Il y a vraiment... Les kilométrages sont super bien indiqués. Tous les noms sont là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, c'est avec ça que je me suis planifié pour ce bout-là dans le Mont-Tremblant. Fait que bref, la boucle des chutes croches, si on vient ici sur le site du parc du Mont-Tremblant, si on va dans le... Non, en fait, c'est dans leur guide découverte. Dans leur guide découverte, ce que j'ai trouvé vraiment pratique, c'est qu'il y a un gros tableau avec toute leur rando ici. Donc, on peut aller les voir. Puis, la boucle des chutes croches ici, hein, ben, elle est classée intermédiaire. Mais c'est beaucoup sur une piste cyclable. Puis si on regarde sur l'ensemble de l'œuvre, c'est vrai que ça fait quand même une grosse distance. Fait que je devine que l'intermédiaire vient de là. Mais moi, je vais marcher de ici jusqu'à ici. Donc, ça a l'air d'être très piste cyclable. Donc, je me suis mis facile. OK? Puis après ça, le sentier national emprunte là, les différents sentiers qui sont ici. Fait que Corniche, Coulée, Roche. Après ça, on vient jusqu'au lac Poisson. On croise un refuge ici. On croise un autre refuge ici. Puis après, on quitte un peu la zone standard là, du parc national pour entrer juste dans un chemin de transition du sentier national. Fait que, tous ces sentiers-là ici, si on vient voir dans le tableau, elles y sont toutes, là, ici. Là. Elles sont toutes classées intermédiaires. Ça, j'ai pas de misère à le croire parce que quand on regarde dans le dénivelé ici, ça correspond aux montagnes qui sont là. Okay? Fait que ça me semble logique, essentiellement. Bon. Fait, depuis le Lito, qui est ici, jusqu'au deuxième refuge, qui est lui ici, qui s'appelle le Camp, c'est un petit peu moins de 20 km de randonnée qui n'est pas très difficile. Donc moi, ultimement, j'aimerais ça en faire plus que ça. J'ai un scénario alternatif où je me suis dit, OK, je continue. Mais là, ça me fait une journée de 40 km. Mais sur des sentiers qui sont pas très difficiles. Fait que tu dis, OK, je pourrais l'essayer, je pourrais le vivre. Mais après ça, le timing des journées subséquentes est vraiment désavantageux. Entre autres, ça me force comme un peu à dormir à un endroit qui est présentement fermé.
Je vais vous en parler tantôt, là, mais c'est le refuge Paul Perrault. Fait que c'est pour ça que ce scénario-là, je l'ai abandonné. C'est la journée de 40 km, puis le timing après ça des journées m'amène à un endroit où je peux comme pas vraiment dormir. Donc je me suis dit, je laisse tomber ça. Donc c'est pour ça que je me retrouve dans le bout que j'aime le moins de ma planification. C'est une petite journée comme ça, au jour 3, de 19,6 km. Ce que je vais probablement faire, comme j'ai avoir du loose dans cette journée-là, c'est que je vais en profiter. Hein, au lieu de prendre, si on zoome ici, au lieu de prendre l'intersection ici pour aller directement à la corniche, je pense que je vais en profiter pour faire un détour, puis aller au centre de découverte. OK? Pour en profiter peut-être pour charger mes batteries, utiliser le Wi-Fi peut-être pour genre, appeler ma blonde, prendre une douche, m'acheter un Pepsi froid, des choses comme ça. Ça me rajouterait quand même 3,6 km dans ma journée. Je vais le voir comment je me sens. S'il pleut à Sio, peut-être que je ferai pas ça. Si finalement je me lève super tard au lit tôt parce que je fais la grosse matinée, peut-être que je ferai pas ça. Mais bref, c'est comme le bout le moins préféré de mon plan, c'est ça. C'est la petite journée au jour 3. Mais comparativement aux alternatives, je pense que c'est le meilleur. Donc, voilà, fait que je me suis noté les différents détours que je peux faire ici. Puis ça m'amènerait au camp où je dormirais. Donc là, jusqu'à maintenant, j'aurais dormi une fois au lac Nantel. J'ai pas besoin de réservation, ça me prend ma tente. Puis après ça, je dormirais 2 fois dans des refuges de la CEPAC. Donc ça, pour moi, c'est ça qui va déterminer ma date de départ. J'ai l'impression, parce que c'est comme l'endroit qui est probablement le plus occupé. Donc là, ça mettrait fin à ma 3e journée où essentiellement, je me retrouve... comment je vais vous montrer ça? Je me retrouve ici au camp. Puis après, il me reste à continuer sur le sentier national pour sortir du parc national, puis passer à la prochaine zone. Donc, pour ma 4e journée, je pars du refuge qui est là, qui est le camp, et je descends ici par ce qui est appelé ici le boulet. J'ai vu nulle part d'autre cette appellation-là. En fait, même la séquence entre le parc national puis la prochaine section, qui est le réseau intercentre, j'ai trouvé que c'était le chaos total dans la nomenclature, puis dans la documentation, puis parce qu'il y a presque personne qui fait jamais ça. Donc, c'est pas des sentiers très fréquentés, c'est pas... il n'y a pas une documentation super uniforme sur tous ces bouts de sentiers-là. Donc là, moi, ça me stressait, mais je me disais, là, je viens de vivre une rando où j'ai passé des endroits très peu fréquentés qui demandaient vraiment beaucoup d'entretien, puis ça m'a vraiment beaucoup nuit. Est-ce que ça va être pareil? Fait que là, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux. Les gens semblent dire que c'est facile, c'est plat, que ça se fait vraiment bien, puis rapidement, dont une randonneuse qui l'a fait l'an passé. Donc là, ça m'inspire confiance, fait que je l'ai mis facile, parce qu'en fait, même si on vient regarder dans la finale ici de la courbe de dénivelé du parc du Mont-Tremblant, il y a comme une dernière descente ici là, qui est tapée, qui arrive au camp. Et après ça, c'est plat, jusqu'à la fin du parc. Donc ça m'indique que ça devrait se faire assez facilement. Donc la section ici qui appelle le boulet, j'ai mis 8,5 km. Ah oui, puis quand on zoome dans balise, là, on dirait qu'on suit des fois on suit des chemins. Donc ouais, ici. Donc ici, le chemin du canton Archambault. Fait que c'est quoi ces chemins-là? C'est des chemins de 4 roues? C'est des chemins de terre? Je sais pas. C'est-tu pas vraiment des chemins dans les faits? Je sais pas non plus. Fait que... on va le découvrir en le marchant, essentiellement. Là. Puis après ça, quand on sort de cette section-là, on est rendu à notre carte numéro 15. Puis là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais cette carte-là, c'est la seule que les chiffres des kilomètres sont écrits. En tout cas, peu importe là. Fait que le boulet, il finit comme là, ici. Fait qu'il y a comme une toute petite section ici pour se rendre jusqu'au parking, dans le fond, qui est l'extrémité ouest du réseau intercentre. Puis ça, ce sentier-là, si on veut le trouver dans balise, OK? Il faut venir ici dans Accès Nature Laurentide. Puis d'ailleurs, Accès Nature Laurentide, pas mal sûr que si vous venez cocher... si on coche Sentier National ici, là, il disparaît. Pourtant, il y a des bouts de Sentier National dans cette épingle-là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais si on vient ici dans Accès Nature Laurentide... Ah oui, il faut que je ferme les filtres. Hein.
c'est le sentier qui a le nom très intuitif de Mont-Durand Sommet Aller-Retour. Fait que ça, si tu cliques là-dessus, c'est exactement le même tracé que la carte que je viens de vous montrer. Puis on voit que c'est facile. OK? Fait que là, ça, c'était comme la transition entre le parc national du Mont-Tremblant puis le réseau intercentre. Puis une fois que ça c'est fait, ben c'est pas beaucoup de kilomètres, là, ultimement, là, c'est une dizaine de kilomètres. Okay, fait qu'après ça, je peux continuer. D'ailleurs, Accès Nature Laurentides, sur leur site web, il y a vraiment beaucoup d'informations, entre autres sur le réseau intercentre, puis sur plein d'affaires, puis même ils sont en train de préparer une grande boucle de Tremblant, ce qui peut être un projet vraiment cool quand il va être complété. Fait que ça, c'est une carte que j'ai trouvée sur leur site, là. C'est comme la carte de toute cette zone-là. Fait que ça, je vais probablement l'avoir sur mon téléphone, là. Mais tu sais, elle est gigantesque, là. Puis on voit justement le boulet qui descend ici. Puis après ça, l'espèce de transition ici, qui n'a pas vraiment de nom. Puis après ça, on se retrouve dans le sentier, dans le réseau intercentre. OK, avec le sentier national qui est marqué avec ses propres balises. Puis ça, c'est vraiment une super belle carte pour comme notre prochaine journée aussi, là. Fait que voilà. Donc ça, c'est le fun, cette carte-là. C'est un bon complément d'information, je trouve. Donc, une fois que ça c'est fait, dans les faits, on ne marche pas tout de suite sur le réseau intercentre, hein? Ou le sentier intercentre, là, je ne sais plus trop. Le sentier national, lui, emprunte la grise, ici, pour se rendre jusqu'au refuge Le Nordais. Donc ça, la grise, elle est classée intermédiaire dans balise. Puis, ça m'amène au refuge Le Nordais, après 8 km. Pour suivre, hein, parce que moi j'utilise beaucoup les courbes de dénivelé dans balise. Donc pour les utiliser, ce qui est plate, c'est qu'il y a une épingle réseau intercentre à quelque part, je crois qu'il est ici, ouais, réseau intercentre. Dans cette épingle-là, il y a un prêt à partir vraiment, vraiment pratique, là, traversé de l'intercentre. Ça, ce prêt à partir-là, je l'ai beaucoup consulté, je l'ai mis en lien dans ma planif. Il est à l'envers de ce que je fais. C'est pas exactement les mêmes sentiers, mais je trouve qu'il y avait vraiment de la bonne information là-dedans. Donc ça, c'est une bonne ressource. Mais par contre, si on revient dans les sentiers ici, là, voyez-vous, sentier intercentre, je peux pas cliquer dessus. Okay, donc les données GPS, elles sont pas sur l'épingle qui s'appelle réseau intercentre. Pour avoir les données GPS dans balise, il faut aller dans Accès Nature Laurentides et aller chercher Sentier national, Mont-Durand, Tour du Lagré. Okay, je sais que c'est répétitif là, comme nom, là, mais ça, c'est vraiment le tracé du Sentier national qui est là. Donc moi, je veux pas dormir au Nordais là, parce que ça me fait seulement 18 km rendu là, à peu près. Donc je veux continuer. Donc là, on prend l'intercentre vers le refuge de l'Appel. Et là, voyez-vous, intercentre, là, je l'ai mis en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce que c'est la difficulté qui est dans balise. C'est la difficulté qui est dans le prêt-à-partir que je viens de vous montrer. Là, par contre, moi, mettons, quand je pense à difficile pour vrai, là, je pense, mettons, réserve phonique de Matane. Je pense sentier frontalier. Donc, je suis allé interroger sur les réseaux sociaux, puis les gens m'ont confirmé que c'était vraiment pas aussi tough que ça. Fait que j'ai quand même laissé en rouge, parce que je devine qu'il est un petit peu plus difficile que les autres sentiers que j'ai mis en intermédiaire. Mais ça me dérange pas de faire des bonnes distances là-dessus, je pense que ça devrait être correct. Donc là, j'ai comme deux choix. Je peux soit dormir au refuge de l'Appel, fait que ça correspond à dormir ici. Ou je pousse un 10 km de plus pour aller à l'abri du lac en croix. Honnêtement, je suis pas encore fixé. Ce 10 km-là, il peut être soit cette journée-là, soit la journée suivante. Je vais y réfléchir. Ça change pas beaucoup, ça change rien pour le reste de ma planification. Fait que je vais y penser. Ça change pas grand-chose sur mes réservations. Présentement, l'avantage que je vois de dormir au refuge de l'Appel, c'est que ça fait une gradation plus logique entre mes journées. Hein, parce que la veille, je vais avoir fait comme juste 22-23 km. Là, si je passe à 36 km, c'est une grosse différence. Tandis que là, si je dors là, ça fait 26, un peu plus difficile. C'est plus logique. Par contre, c'est un autre refuge. Là, je trouve que ça commence à faire beaucoup de rando en refuge, puis c'était pas ça mon objectif. Tandis que ça, ici, c'est un lean-to, c'est un abri à 3 murs, que j'ai pas besoin de réserver. Ça me semble comme excitant aussi pour l'esprit d'aventure, puis vivre quelque chose de différent.
Fait que honnêtement, je sais pas. Je suis pas du tout fixé encore. Fait qu'au pire, on s'en reparlera une autre fois de ça. D'accord? Mais bref, ça, ma quatrième journée, ça serait ça. Fait que soit 26 km si je termine ici, soit 36 km si je termine ici. OK. Fait que la cinquième journée, donc dépendamment de où j'ai arrêté la veille, ben, il faut que je continue dans le sentier intercentre avant de finalement terminer l'intercentre, la section intercentre. Donc, c'est-à-dire de me rendre jusqu'au lac en croix si c'est pas déjà fait. Après ça, suivre ici les balises sentier national jusqu'à temps que j'arrive ici au stationnement. Puis que je sois sur je traverse la route 329, puis que je puisse aller de l'autre côté. Et là, soudainement, je change d'écosystème. Je change de. Dans le fond, tu sais, j'ai fait le parc national. Même j'ai fait le secteur de la BL, parc national, réseau intercentre. Puis là, je reviens dans les parcs de la Matawini que j'ai fait il y a 2 ans. Là, ben, j'ai pas fait ces sentiers-là, mais j'ai randonné dans leur réseau, si on veut. Ouais, fait que si je veux avoir des informations sur ce bout de sentier-là, hein, en fait, là, ici, si je viens sur ma carte où je suis rendu, donc je comprends que sur la carte 16, on le voit même pas, fait qu'on va aller à la carte 17. Donc, c'est le sentier du Mont Waro qui est ici. Okay. Fait que c'est ça ici qui est notre objectif. Donc, si je veux avoir des informations là-dedans dans balise, il y a une. Ouais, qui est ici. Sentier du Mont Waro, il est ici. Puis, ben, c'est lui que je veux. Sentier du Mont Waro. Dans le fond, qui est juste un sentier ici qui traverse cette zone-là. Un autre endroit pour avoir de l'information, puis même ça, c'est un super site pour tout ce qui est le Sentier national dans la Naudière. C'est Matawini. Ouais, parc régional de la Matawini. Donc, on vient ici dans leurs différents parcs, puis on dit qu'on veut le Sentier national. Puis, entre autres, ici, dans randonnée pédestre, on a tous les sentiers. Okay. On a les prêts à partir, on a les dénivelés, on a les niveaux de difficulté. Et ici, dans les cartes, on a plein de cartes qui sont en fait des alternatives aux cartes officielles du Sentier national. Puis que je les aime beaucoup, ces cartes-là, sont vraiment bien. Donc, si on regarde ici la carte pour le Sentier du Mont Waro, on voit, c'est pas tout à fait le même graphisme, mais ici, on nous indique les kilomètres, ce que j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça revient un peu au même. Et là, ce qu'il faut savoir, ici, il y a un refuge. OK? Ça, c'est le refuge Paul Perrault. Il est présentement fermé. Donc, j'avais un assez bon itinéraire. Une de mes alternatives d'itinéraire était assez bonne, mais m'amenait. J'avais comme pas vraiment le choix de dormir à ce refuge-là. Fait que c'est une des raisons pourquoi je n'ai comme pas pu vraiment l'utiliser. OK. Fait que je fais ce sentier-là. Puis après ça, ça continue ici. Puis là, c'est comme pas clair, là, parce que dépendamment si je prends les cartes des parcs régionaux de la Matawini ou si je prends les cartes d'embalise ou si je prends les cartes officielles du Sentier national, les sentiers sont comme pas découpés exactement de la même façon, mais éventuellement, je passe du sentier du Mont Waro au sentier du Cric Saint-Loup. OK? D'ailleurs, à l'intersection ici des deux sentiers, il y a un Sonic, il y a un dépanneur qui est là. Je suis même pas de la région, puis j'en ai déjà entendu parler. Apparemment, c'est comme super quand on marche, là, ils sont vraiment gentils, puis ils ont de quoi se faire un petit mini ravitaillement. On notera que c'est une des premières fois que je croise la civilisation. OK? Puis si je fais pas le détour dans le parc national pour aller au centre de service, ça va être la seule fois que je vais croiser de la civilisation. D'accord? Puis après, ben, je continue et ça m'amène au refuge qui est ici, qui est au refuge du. Je dis Cric, c'est Cric Cirque, du Cirque Saint-Loup. Fait que ce refuge-là, il est loué par le club de plein air de Saint-Donat. Donc, club plein air de Saint-Donat. Puis, c'est le refuge. Voyez-vous, ici, c'est écrit Cric, tantôt, c'était écrit Cirque. Un ou l'autre, là, peu importe. Donc, le refuge, si je veux louer juste un lit, il faut que j'arrive là entre le dimanche et le jeudi. Fait que ça, c'est une contrainte. Sinon, il y a tout le temps l'option. Il y a tout le temps l'option de venir réserver une plateforme de camping.
Donc, bref, je l'ai trouvé, là. Fait que l'option de réserver les plateformes de camping. Là, de quoi elle a de l'air spécifiquement la plateforme du Cric Saint-Loup? On pourrait peut-être se dire, ben, elle a l'air de cette image-là. Mais dans les faits, si on regarde sur leur portail de réservation, c'est la même photo partout. Fait que impossible à savoir. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, les plateformes, ça me tente quand même. Donc, je leur ai écrit pour savoir, hey, la raison pourquoi il y a une plateforme, c'est parce que vous voulez accommoder les gens ou c'est parce que la surface est complètement en pente, c'est parce que la surface est pas durable, genre c'est de la mousse ou peu importe. Fait que, tu sais, est-ce que c'est possible de se mettre à côté de la plateforme? Là, évidemment, je paierais le montant. Puis on me dit, non, c'est pas possible. Donc là, ben, il faut que je cogite, là. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment le choix de dormir dans cette zone-là. Fait que, soit j'amène plein de cordes, puis de gogos, puis j'essaie de monter de quoi sur la plateforme, ou je fais, ah, bah, peu importe, là, puis je vais prendre une place dans le refuge. Mais encore une fois, je dors beaucoup en refuge. Fait que, en tout cas, ça, je vais cogiter. Ça change pas grand-chose là, pour mes réservations. De toute façon, on voit qu'il reste de la place. Fait que voilà, fait que je dors là. Donc, ça fait une journée de 25 km si j'ai poussé la veille. Si la veille, j'ai pris une journée plus petite, ben, ça fait une journée de 35 km. Et je suis rendu presque à la fin. Parce que le lendemain, c'est mon jour 6 où je sors du sentier. Donc, cette zone-là, c'est un peu spécial. Parce que entre le Cric Saint-Loup. Okay, on va regarder la carte ici. Là. Donc, moi, je dormirais ici. OK. Puis là, je continue. Éventuellement, ça devient le sentier de la rivière du Frêne. Puis là, ici, c'est écrit sentier en développement. C'est comme ça depuis des années. Ils disent que le balisage est fait puis que c'est supposé ouvrir cet été. Mais c'était supposé être l'été passé, etc., etc. Mais j'ai trouvé plein de gens en ligne, plusieurs personnes en ligne qui me disent ça passe pareil, c'est juste que présentement, c'est un sentier forestier. C'est un chemin forestier, fait que c'est moins bucolique, mais je le sais que ça passe même si le sentier n'est pas officiellement ouvert. Donc, je vais être capable de me rendre peu importe ce qui se passe. Puis, ça fait qu'après ça, je rentre spécifiquement dans le parc régional de la forêt Waro. Puis là, je peux marcher sur le sentier qui est là et éventuellement arriver au stationnement de l'accueil du massif où ma voiture va m'attendre. Puis, il y a 2 ans, c'est là que j'étais parti pour continuer vers l'est pour faire ma rando dans la Naudière. Donc, avec ça, je boucle la boucle. OK, donc ça, c'est mon itinéraire. Puis ça, ça représente une quinzaine de kilomètres. On s'entend, on met 15 km parce que je me fie au chiffre qui est écrit ici. Dans les faits, c'est combien de kilomètres? J'en ai aucune idée. C'est peut-être, il va y avoir une variation, là, ça, c'est sûr. Je vais l'assumer. De toute façon, c'est ma dernière journée. C'est une petite journée. Ça devrait être correct. Fait que voilà. Fait qu'avec ça, mon itinéraire est fini. Fait que là, comme vous pouvez voir, il me reste quelques questionnements. Tu sais, que je vais pouvoir régler par moi-même. Puis là, c'est allé très vite. Hein? Tous les calculs, toutes les mesures, toutes les réflexions, je les ai faites pas en me filmant. Mais comme j'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, si vous voulez me voir vraiment faire le travail, là, OK, tant de kilomètres, puis on avance, puis là, je check mes choses. Dans ma vidéo de planification sur le Bas-Saint-Laurent, je le fais, ce travail-là. Jusque là, c'était quand même beaucoup de travail à faire du montage pour ça. Là. Fait que pour ça, je préférais faire ma réflexion de mon côté. Puis après ça, m'enregistrer pour vous expliquer les choix que j'ai faits, puis les ressources que j'ai utilisées, puis comment j'ai fait pour arriver à cet itinéraire-là. Donc là, mes 2 autres alternatives d'itinéraire, je les ai encore, là, sont en bas, sont cachées. Elles sont là au cas où, quand je commence à faire mes appels de réservation, je me rends compte que je suis bloqué, puis il faut que je change mes plans. Donc, mais ça devrait pas arriver. Je suis assez confiant. Donc, justement, je pense que c'est ça que je vais faire cet après-midi. Je suis assez fixé sur la plupart de mes choses. Fait que j'ai décidé d'une date de départ. Je vais recontacter les gens qui m'ont offert de faire un lift, voir si ça fonctionne encore. Après ça, je vais appeler à la CEPAC. Puis si ça marche à la CEPAC, après ça, je vais faire mes autres réservations. Puis, il va me rester, je pense, à vous parler de mes enjeux plus matériels, la nourriture, les droits d'accès, des choses comme ça. Puis ça, on fera ça une autre fois. Bon, ok, c'est les derniers enregistrements pour cette planification. Parce que là, je pars dans environ 2 semaines. Puis il me reste juste quelques détails essentiellement à régler. Fait que la dernière fois que j'avais parlé, je devais cogiter sur comme 2 dossiers. C'est-à-dire, est-ce que mon jour 4 était plus modeste? Parce que j'allais terminer ici au refuge de l'appel, ce qui me faisait une journée 5 plus longue, environ 35 km. Ou je poussais en mon jour 4 pour me rendre jusqu'à l'abri ici du lac en Croix.
Ce qui me faisait une grosse journée 4, puis une journée 5 plus modeste. Pour différentes raisons, j'ai décidé d'aller pour l'option où je fais une grosse journée 4. Donc, j'essaie de viser de me rendre au lac en croix. Donc, si on regarde dans la planif, ça veut dire que ça ferait un jour 4 de 36 km et un jour 5 de 25 km. La principale raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, c'est que je trouvais que je dormais déjà beaucoup en refuge dans cette rando-là. Fait que ça me fait une soirée où je suis pas en refuge. L'autre raison pourquoi j'ai pris ce choix-là, c'est que je trouve ça un petit peu plus prudent. Parce que si finalement je suis vraiment pas capable de me rendre, ben, un coup mal pris, je reste au refuge de l'appel, je m'arrange avec les gens qui sont déjà là s'il y a du monde. Puis après, ben, j'appelle le sentier intercentre, puis ben, je paierai ce que je leur dois, peu importe. Dans le sens que ça me laisse une porte de sortie si finalement je me rends compte que, je sais pas, là, 4h30, je me rendrai pas, c'est plus difficile que je pensais. Ben, j'ai une alternative. Tandis que pour mon autre journée, j'avais pas vraiment d'alternative autre qu'essayer de camper sur le bord du sentier. Ce qui n'aurait pas été si pire, mais c'est comme une vraie alternative. Fait que c'est comme les deux principales raisons. Puis, ben, dans les faits, ça fait une espèce d'ordre un peu moins logique. Là. D'habitude, on essaie d'y aller en crescendo. Ça fait que je fais une petite journée 3, grosse journée 4, ben, journée 5 correcte. Dans les faits, je pense que ça va être correct. Parce que ma journée 3, justement, genre, le temps de me reposer, je vais être relax, je vais pouvoir tout gérer mes affaires, prendre mon temps, m'assurer que je suis correct au refuge Le Camp, qui est dans le parc national. Puis le lendemain, je peux partir très très tôt. J'ai un peu plus que 10 km à faire sur du facile. Fait que je clenche ça à l'aube. Puis après ça, ben, j'affronte le sentier intercentre. Fait que ça, c'est la réflexion que j'ai eue par rapport à ça. L'autre enjeu, ça peut rapport avec le sentier intercentre, en fait, là, c'était quand j'allais arriver ici à la fin de ma journée 5 à la crique Saint-Loup, c'était est-ce que je dormais sur la plateforme ou est-ce que je dormais dans le refuge? Puis, ben, par la force des choses, quand j'ai fait mes réservations, je me suis rendu compte qu'il y avait comme 3 réservations dans tout le mois d'août sur le camping à la crique Saint-Loup. Puis, ben, c'était la journée où j'étais là, il y avait quelqu'un qui avait déjà réservé. Puis, il y a juste une place. Fait que ça a réglé ça pour moi. Le malus, je trouve, par rapport à ça, ben, encore une fois, ça me fait une autre nuit en refuge. En même temps, j'ai pas besoin d'affronter la plateforme, tu sais. Mais ça revient un petit peu plus cher quand même. Là. Sur le site, ça dit que c'est 30$ pour un lit dans leur refuge. Mais au final, tu as genre droit d'accès, entretien du sentier, ça accumule. Puis c'est plus 55$. Ça me fait plaisir de le payer. Mais j'ai comme une petite surprise quand j'ai vu ça. C'est un détail. Après avoir pris ces deux décisions-là, ben là, mon itinéraire il était comme clair dans ma tête. Fait que j'ai pu faire toutes mes réservations. Fait que j'ai fait ça quelques jours en fait après avoir enregistré pour la dernière fois. Fait que j'ai pu faire mes réservations puis gérer déjà mes droits d'accès. Fait que là, ben là, j'ai tout. Ici, je faisais la liste de ce qui était fait et ce qui était à faire. J'ai caviardé les dates pour ma confidentialité. Fait qu'en premier, j'ai réservé à la CEPAC. Ça a été super facile. Il y a un numéro sur le site du parc du Mont-Tremblant pour la longue rando. J'ai appelé là. L'employé était vraiment gentil avec moi. Dans les faits, moi, ce que je fais, c'est vraiment pas un des trucs standards que eux autres y offrent. Puis moi, ça m'arrive souvent là, quand je veux réserver comme ça, la CEPAC, ils sont comme surpris de ce que je veux faire. Mais j'essaie de communiquer de façon polie que je sais ce que je fais. Puis ils me font mes réservations. Dans les faits, j'ai bien fait de commencer avec eux parce qu'avec mes dates initiales que je voulais avoir, le refuge du Lito, il était plein. Okay, donc il a fallu que je décale d'une journée, là, c'est pas la fin du monde. Après ça, autre chose, ben, dans la CEPAC, ça prend des droits d'accès. Moi, j'ai une carte de la CEPAC annuelle. Fait que ça, c'est déjà géré. Par contre, un des trucs qui m'a déçu, sur les cartes de la CEPAC, t'as le droit, quand t'achètes ta carte annuelle de la CEPAC, t'as le droit à une nuit de camping gratuit. Puis je me dis, mais les genres de refuges rustiques, c'est essentiellement du camping. Puis finalement, non, ça s'applique pas. Donc, il va falloir que je trouve une autre façon de l'utiliser. Puis une fois que ça s'était réglé, ben là, j'ai pu faire mes autres réservations. Donc, première nuit au lac Nantel, il n'y a pas de réservation. Puis il n'y a pas de droit d'accès pour comme toute la zone du sentier national entre la Belle et le parc national. Après ça, ben là, comme j'ai pris la décision de dormir au lac en Croix, j'ai pas de réservation à faire. Puis dans le sentier intercentre, il n'y a pas de droit d'accès. Fait que c'est réglé. Puis, ben, Crique Saint-Loup, finalement, ben, j'écris, ouais, c'est ça. Je dors au refuge, fait que j'ai fait ma réservation. Puis en plus, il faut comme s'enregistrer. Fait que tant qu'à être dans leur portail web, j'ai tout fait mes enregistrements. Fait que ça veut dire que pour moi, là, tout ça, c'est réglé, c'est cané. Puis après ça, il me reste juste quelques petits détails
organisationnelles à régler. C'est-à-dire, d'abord, ça c'est mineur, là, mais je me fais tout le temps une liste de quels documents je vais avoir sur mon téléphone. Fait que soit des PDF que je sais que je veux vouloir. Fait que j'ai tout le temps une copie de ce document-là avec moi. Puis toutes mes ressources, toutes mes PDF que j'ai accumulés en faisant la planification, je download tout ça sur mon cell, comme ça, je les ai. Puis après ça, j'utilise 2 applications pour avoir ma position géoréférencée. T'sais. Donc, c'est des cartes en plus, je sais je suis où par rapport à la carte. Puis j'ai tout le temps des alternatives. Parce que le Sentier national, toutes les cartes sont sur Avenza. Mais en plus, tous les endroits où je marche ont aussi des cartes géoréférencées. Fait que certaines sont sur Avenza, certaines sont sur Ondago. Hein? Des applications qui sont 90% pareilles. Fait que là, j'ai juste plein de choses que je sais qu'à temps perdu, je vais downloader pour avoir tout sur mon téléphone. Puis là, je me suis fait une note parce que présentement, le site d'Accès Nature Laurentide, il est planté. Fait que quand il sera plus, j'irai voir s'il faut que je download quelque chose. Fait que ça, c'est facile. Ça, je vais le faire à un moment donné. Ça va me prendre 10-15 minutes. Je peux le faire la veille. C'est pas grave. Bon, quelque chose qui prend vraiment plus de temps à faire, en fait. Là. Puis, qui est comme anxiogène pour toutes nos petites particularités, c'est la gestion des repas. Je veux vraiment pas m'embarquer dans qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui est mieux. C'est vraiment pas ça le but de la vidéo. Là. Mais moi, comment je me planifie, je me fais un tableau avec toutes mes journées. Puis, je fais un décompte de mes repas. OK? Pour ce genre de rando-là qui est relativement sauvage, c'est pas vraiment compliqué là, parce que tu croises pas de restaurants, tu croises pas beaucoup d'emplacements de ravitaillement. Mais tu sais, par exemple, quand j'ai fait le SIA, j'étais plus dans la civilisation, c'était vraiment plus un casse-tête de OK, là, j'ai pas besoin de repas parce que je suis en ville. Puis là, bon. Là, pour ce genre de rando-là, c'est vraiment, vraiment moins critique, là, c'est plus facile à faire. Fait que moi, tu sais, il y a du monde que leur stratégie, c'est qu'ils se font plein de repas maison, puis ils déshydratent. Il y a du monde qui achète plein de repas lyophilisés. Moi, ma stratégie, c'est plus que j'ai des genres de repas que je peux assembler avec des ingrédients relativement accessibles, tu sais, dans des commerces standards, puis que j'assemble ça dans des sacs Ziploc, puis après ça, je fais cuire ça au fur et à mesure que j'avance. Fait que c'est des recettes que je connais. Tu sais, j'ai pas besoin beaucoup de variété, moi, je me connais. Fait que j'ai fait mon décompte de ce que je vais manger. Comme ça. Je me suis noté les différentes opportunités de ravitaillement que j'allais pouvoir avoir. Mais il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, puis même ici, si je fais le détour si je fais le détour au centre de service, c'est vraiment pas clair pour moi qu'il va y avoir de la nourriture. En fait, il n'y en a pas tout le temps. Là. Ou de quoi d'adéquat. Fait que je veux vraiment pas m'y fier. Au pire, je vais m'acheter un Pepsi. Ça sera ça. Là. Fait que, qu'une fois que je fais ce tableau-là, ça me permet de déterminer le nombre total de repas que j'ai besoin. Puis pour mes collations, j'ai un tableau là, avec le genre de collation que j'amène. Puis que je sais que j'aime. Fait que tout ça, c'est des choses que j'en ai un peu chez nous. Il y en a qu'il faut que j'achète, je sais pas encore. Fait que c'est vraiment de la job, en fait. Là, je vais comme assembler les repas que je peux faire avec ce que j'ai. Je vais me noter ce qui me manque. Je vais aller acheter ça. Je vais compléter d'assembler. Fait que ça, c'est comme comme deux... Mettons, je le fais souvent en 2 journées. Là. Mettons en deux moments. Mais c'est quand même un des trucs qui est le plus chronophage là, dans la préparation d'une longue rando. Dernière chose à régler, c'est le matériel. Dans les faits, moi, avec mon expérience, j'ai convergé vers une liste de matériel qui est 97% tout le temps la même chose, mais quand même, à chaque sortie, je m'interroge sur les différents ajustements en tenant compte des conditions qui sont attendues puis des particularités du voyage. Donc, tu sais, en fait, ma liste de matériel est ici, là, sur le site qui s'appelle Lighterpack. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'ai tout pesé mes choses. Okay, c'était intense, ça a pris beaucoup de temps. Puis après ça, ce que ça m'a permis de faire, c'est de faire une liste master avec tout mon stock. Puis après ça, pour chacun des voyages que je fais une liste spécifique. Puis le matériel, il est comme tout lié entre les listes. Fait que je peux juste glisser, mettons, ma tente. Puis c'est tout le temps la même chose. Là. Fait que ça va super bien, j'adore ça. Donc là, éventuellement, je vais me créer une liste Sentier national Laurentide. Puis je vais créer ma liste spécifique pour ça. Donc, c'est quoi les particularités pour un voyage comme ça? Souvent, ça c'est à chaque fois que je m'interroge là-dessus, c'est à quel point j'ai besoin d'amener des vêtements chauds pour la nuit, surtout là. Moi, je randonne beaucoup en juillet-août, fait qu'il fait assez chaud. Mais quand même, là, à la mi-août, dans le bois, la nuit, il peut faire quand même assez froid. Puis ça va dépendre des conditions météo qui sont attendues. Ça, je vais juste le savoir essentiellement à la journée de mon départ là, ou la veille. Hein, il y a quelques années, j'ai fait une rando à pareille date dans la Naudière. Puis il faisait vraiment, vraiment chaud. Il y avait une canicule. Fait que clairement, j'avais pas besoin d'autant de vêtements chauds pour la nuit. Dans les faits, je dors quasiment juste en refuge. Fait que c'est vraiment moins critique comme enjeu. Parce que dans un refuge, on est moins exposé aux éléments. Fait que ça, vraiment, je vais juste le savoir le matin même avant de partir, probablement. Pour les insectes puis pour le soleil, rendu à la mi-août, premièrement, il y a moins d'insectes.
Puis le soleil, bon, on est plus loin du solstice, mais dans les faits aussi, j'ai passé plus de temps à l'extérieur. Là, je suis moi à la début de ma saison de plein air. Donc, je vais pouvoir amener des plus petites quantités. Ça va alléger mon sac. Là, je fais un ajout dans ce que j'amène à ma pharmacie, c'est-à-dire je me suis acheté de la crème anti-frottement. Les gens, ils suggèrent vraiment, vraiment beaucoup ça pour les ampoules. J'ai tout le temps un peu de problème avec les ampoules. Fait que c'est comme de quoi que je vais rajouter un peu à mon arsenal pour aider. Puis en plus, là, durant ma randonnée vraiment éprouvante dans le Bas-Saint-Laurent, moi et mon ami, on a eu comme plein de petits problèmes qui fait qu'avec la crème, ça a aidé. Fait que ça, je pense que ça va être bénéfique. Piquet, cordelette. J'ai comme un sac avec plein de piquets et de la cordelette pour monter ma tente. Souvent, ça vient avec une espèce d'anxiété de là, il va y avoir des plateformes, fait que là, ça me prend plein d'affaires pour être capable de me débrouiller. Là, je le sais que je vais seulement planter ma tente au sol, fait que je vais pouvoir avoir un kit super minimaliste. C'est pas des gros gains en poids, mais tu sais, ça fait un peu moins de choses dans mon sac. Ouais, j'ai une grosse batterie, entre autres parce que je filme beaucoup. Sinon, j'aurais pas besoin d'autant de batterie. Là, ça, je sais pas encore si j'amène mon chargeur, parce que vraisemblablement, mes deux seules options pour charger, ça va être si je fais le détour au centre de service, puis au Sonic, c'est une prise électrique à l'extérieur, puis j'ai le temps de recharger à ce moment-là s'il me manque de batterie pour finir le voyage. Fait que je suis en train de pencher vers je l'amène pas, mais ça se peut que je l'amène. J'ai tout le temps une insécurité d'électricité, honnêtement, depuis que je fais des vidéos, parce que ben ça prend beaucoup de jus. Fait que ça, je sais pas encore, là, je me suis pas encore fixé. Et gros changement. Ici, dans le fond, depuis plusieurs années, je veux aller vite, je veux aller loin, je veux être minimaliste. Mais là, je me suis comme brûlé un peu à ma dernière longue rando, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que là, j'ai ralenti. Puis tu sais, notamment, là, une journée de 24 km, mais avec beaucoup de facile. Une journée de 19 km avec beaucoup de facile. Je sais que je vais passer beaucoup de temps à mon campement. Puis ben, considérant ce que je viens de dire par rapport au fait que je veux tout le temps préserver la batterie de mon téléphone, qu'est-ce que je fais pour m'occuper? Tu sais, je veux pas juste fixer le vide, là. Je pense pour vrai que je vais m'amener un livre. Au début, je me disais, ah ben là, il faut que je sois minimaliste, faut pas que j'aie beaucoup de poids. Je vais amener, je vais m'acheter une liseuse, mais tu sais, j'achèterai pas une liseuse pour un voyage que je fais, là. Ça n'a comme pas de sens. Fait que je vais me trouver un petit livre de poche, puis je pense que ça va faire partie de mon luxe, puis ça va me réconforter aussi dans mon idée de dire que là, je ralentis, puis je vais moins vite. J'ai un livre, je vais pouvoir m'installer à un endroit qui est confortable, lire mon livre. Fait que ça, c'est comme un gros changement, en fait, pour moi. En fait, je me rends compte que j'ai eu une phase très minimaliste, puis là, je rajoute des choses pour améliorer mon confort par rapport à certains enjeux que j'ai identifiés. Ça n'a pas l'air très révolutionnaire de dire j'amène un livre, mais dans les faits, par rapport à mon attitude depuis, mettons, 3 ans, ça l'est quand même. Donc sur ça, j'ai plus rien d'intelligent à vous dire. Donc, ma planif, essentiellement, elle est faite. Là. Il me reste à faire mes repas, faire mon sac, puis je suis prêt à partir. Donc, en conclusion, tu sais, quand j'ai commencé le processus de planification de cette rando-là jusqu'à maintenant, il y a quand même des choses qui ont changé. Hein, mon but, c'était de faire une rando en tente. Mais finalement, il n'y avait pas tant d'opportunités que ça de dormir en tente. Même si j'avais vraiment voulu, j'aurais gagné une nuit de plus peut-être. Là, ou bon, peut-être une autre nuit dans le parc national, mais ça reste que souvent sur le sentier national, c'est beaucoup réfléchi en termes de lean-to ou de refuge dans ce cas-là. Fait que ça fait un peu partie de l'offre. Puis, ben, l'autre gros changement, c'est qu'après ma randonnée dans le Bas-Saint-Laurent, ben là, je veux ralentir, je veux prendre ça un petit peu plus relax. Fait c'est ce que j'essaie de faire avec cet itinéraire-là. Dans les faits, j'espère que ça va bien se passer. Hein? Contrairement à mon autre rando, ça serait le fun. Mais on va le savoir. En fait, on va le savoir la prochaine fois qu'on va se parler. C'est la prochaine fois que je vais faire une vidéo, ben, ça va être la vidéo de compte rendu de cette randonnée-là. Fait que on se croise les doigts. Donc, j'espère que que cette vidéo-là a été utile, ou qu'elle vous sera utile. Même si vous voulez pas faire exactement ce projet-là, je pense que ça démontre un peu le processus de planification. Ça démontre les différents endroits où on peut randonner dans cette région-là, les ressources qu'on peut utiliser. Fait que voilà, ok. Merci de regarder mes vidéos plates, puis on se dit à la prochaine.